Nous allons commencer le webinaire sur le financement de l'éducation. Je suis Jefa Martinez et je suis chef d'équipe pour la politique de l'éducation au secrétariat du GPE. Et nous allons parler ce matin de la question du financement et des dépenses pour l'éducation. Nous avons de nouvelles directives qui viennent d'être publiées et qui seront présentées pendant ce webinaire. Et nous avons donc une tribune pour discuter d'autres questions sur l'importance notamment de l'efficacité des dépenses et des grands aspects de l'inclusion des partenaires au niveau des pays pour avoir un dialogue utile sur le financement de l'éducation. Nous avons donc Margaret Schending qui est à mes côtés, qui est le spécialiste de l'éducation sur l'éducation et les financements au GPE. Dans notre équipe, donc, nous avons Monsieur Samarai, qui est économiste à la Banque mondiale en matière d'éducation, et nous avons Monsieur Nuno, qui est chargé de la plaidoirie pour l'éducation, et Marilyn Mongenot, qui est dans la communication pour la campagne mondiale pour l'éducation. Nous allons commencer par un exposé de Margaret sur les directives. Elle va nous présenter le contexte de ces directives et elle va également parler des différents types au niveau des pays. On devrait s'engager sur le financement de l'éducation et sur le suivi des budgets. Mais avant cela, je vous rappellerai tout simplement quelques questions d'attendance. Nous allons avoir des questions-réponses après les différents exposés. Vous pouvez envoyer vos questions et observations sur le webinaire par le salon, en YouTube, par courrier électronique, à notre adresse. Et je vous rappellerai également que nous sommes enregistrés et qu'après cette séance, nous vous enverrons les ressources qui sont associées à ces exposés ainsi que les notes récapitulatives, donc la synthèse. Margaret, si vous voulez bien maintenant, vous avez 20 minutes pour présenter les directives. Merci. Merci. Je vais faire un survol des directives qui viennent d'être publiées par le GPE. En fait, pour l'élaboration de ces directives, c'est que l'on peut parler du financement à différents égards. Vous avez des éléments techniques qui décrivent le transfert, tout ce que nous avons dans la section 5B, ce qui est assez difficile à suivre. Et puis, vous avez des déclarations générales des différents ministères qui indiquent le niveau de l'affectation budgétaire dans l'ensemble pour l'éducation. Mais même lorsque vous voyez que l'enveloppe des ressources affectées à l'éducation est en augmentation, on ne sait pas ce que cela signifie. Dans la communauté internationale, ce que nous faisons très souvent, c'est des points de référence pour le financement. Nous comparons les pays. Qu'est-ce que cela signifie réellement? En fin de compte, il vous faut comprendre que ce sont des étudiants, des enseignants, des élèves, des membres des citoyens qui s'intéressent à l'éducation et qui veulent savoir comment ces fonds vont être dépensés. En fin de compte, la question est la suivante. Qu'est-ce que cela signifie véritablement? Comment pouvoir commencer à parler de façon commune de l'éducation et du financement? Voilà, c'est le point de départ de ces directives qui sont réellement un outil de dialogue pour produire un consensus sur l'éducation, sur ses priorités, et ce pour toutes sortes de parties prenantes. Nous savons que nous avons différents programmes, différentes priorités, chacun d'entre nous, mais le point de départ sera de parler des budgets, du financement, et ce de la même façon. Nous savons également qu'un certain nombre de nos partenaires ont avancé un travail assez important sur l'accessibilité des budgets pour
de personnes, par exemple le GCE, on en a parlé tout à l'heure, nous avons des collègues qui ont travaillé avec les OSC également sur le financement de l'éducation, les DCP, qui vont faire en sorte que les budgets soient plus accessibles, par exemple des guides pour les citoyens. Donc différentes parties prenantes qui se réunissent pour être en mesure de réfléchir à ce qui revient au fond à deux questions principales. Comment augmenter ou comment réfléchir à l'affectation de davantage de ressources pour l'éducation, augmenter le budget d'ensemble, c'est-à-dire l'enveloppe pour le secteur de l'éducation, et une fois que ceci sera réalisé, comment parler de convenir des priorités et de s'assurer que les fonds qui sont affectés pour l'éducation sont dépensés de façon efficace et que les programmes sont bel et bien mis en œuvre. C'est à cela que nous allons réfléchir. N'oublions pas que lorsque l'on parle du dialogue politique, il nous faut penser, réfléchir à des parties prenantes tout à fait différentes. Alors, les autorités, le ministère des Finances, du Plan, la vérification générale, la législature. Dans le ministère, en revanche, dans la structure elle-même, le ministère de l'Éducation, nous avons les responsables sectoriels, nous avons les responsables scolaires et également les syndicats et les enseignants. Et puis, nous avons deux autres groupes, c'est-à-dire les partenaires du développement, les OSC, les ménages, les parents. Et il vous faut véritablement faire en sorte que ces groupes tout à fait différents puissent converser de la même façon. Les directives se répartissent en deux grands thèmes. Le premier est d'avoir les concepts, les idées du budget pour le mieux comprendre. Qu'est-ce que c'est un budget? Quand on en parle, de quoi s'agit-il? Quels sont les flux financiers qui interviennent dans le budget? Quel est le cycle budgétaire? Quelles sont les parties prenantes principales? Qui sont ceux qui prennent des décisions, qui influent sur les décisions? Et comment le budget est présenté? Donc les différentes classes de budget. Nous allons en parler, certes brièvement aujourd'hui, mais ce sera très bref. Et dans la deuxième partie, on en parlera également tout à l'heure, brièvement. Quel est l'engagement des parties prenantes? À quoi cela ressemble? Comment s'engager? Comment être véritablement partie prenante? Quand on parle des parties prenantes, nous avons les ministères, les OSC, les syndicats des enseignants et les donateurs. Nous avons précisé le rôle de chacune de ces parties prenantes dans le contexte d'un cycle budgétaire et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Mais au fond, nous avons quatre étapes. La formulation, c'est-à-dire l'élaboration, l'aval, lorsqu'il y a exécution ensuite, et ensuite évaluation, voir donc comment ça s'est passé. Chacune de ces étapes va être examinée. Et bien sûr, nous avons un point de départ, c'est les recettes et les dépenses. Le revenu, les recettes, la richesse du pays, c'est le PIB. À partir de là, l'on peut dire que les autorités tirent des recettes, donc des fonds qui rentrent. Nous voyons également que ces fonds sont sous forme fiscale, des recettes fiscales, autres sources non fiscales, et très souvent, l'on reçoit également, tout particulièrement les partenaires du développement, une assistance étrangère. Et nous avons des dépenses. Les dépenses, ça veut dire qu'il faut les affecter aux différents secteurs: protection sociale, santé, défense, infrastructure, éducation, protection sociale, je le répète, fonction publique, etc. Et l'éducation, c'est ce qui nous intéresse. Ce que nous voyons également, c'est que très souvent, les recettes et les dépenses ne sont pas complètement appariées, ce qui veut dire que l'on ne reçoit pas forcément autant d'argent qu'on en dépense. Les recettes sont inférieures bien souvent aux dépenses et le gouvernement a donc un déficit. C'est possible que les recettes qui arrivent sont supérieures aux dépenses. Alors là, nous avons un excédent.
Mais vous voyez ici un déficit. En revanche, deux autres choses qu'il nous faut comprendre dans le contexte des dépenses. Vous avez les dépenses de capital et vous avez les dépenses renouvelables. Et comment se présentent-elles sous différentes classes? Alors, vous avez l'administration, le programme et l'économie. Pour réfléchir à ces deux éléments rapidement, nous avons donc un processus double budgétaire. Le budget est souvent divisé en deux. D'un côté, les dépenses renouvelables et les dépenses en capital qui, à l'heure actuelle, cela signifie qu'on s'en sert pour maintenir les opérations en cours. Donc, on ne crée pas un nouvel actif, donc ça serait une dépense renouvelable, mais d'ordinaire, par exemple, les salaires des enseignants qui sont dans les dépenses renouvelables, les biens, les services et parfois les documents et les matériels. Vous avez les dépenses en capital qui sont des actifs qui sont, par exemple, pour les nouvelles écoles d'infrastructure. Ça, c'est une dépense de capital. Et nous avons donc les deux catégories de dépenses qui seront classées dans deux chapitres différents du document budgétaire. Ne l'oublions pas. Il y a différentes façons de classer le budget. L'on parle, par exemple, des classes administratives. Et là, c'est le budget identifie la réception des fonds du Trésor, c'est-à-dire à qui sont adjugés ces fonds par le ministère des Finances. Ensuite, vous avez des budgets par programme, et ce en termes d'activités particulières qui sont censées être financées pendant l'année. Et puis, vous avez les différentes activités que vous avez dans le document du budget. Et puis, vous avez également des classes économiques qui seront, par exemple, les types de dépenses qui sont dans le secteur, par exemple, diviser les salaires ou encore les différents biens, services et prestataires. Ainsi, il y a ces trois classes différentes, et l'idée étant que d'ordinaire, différents pays vont choisir une rubrique budgétaire, et vous pouvez voir dans le document que cela fonctionne. Donc ça, c'était très rapidement les concepts. Je sais que j'ai été très vite, mais je vais maintenant passer au dialogue politique de nos directives. Là, ce sont différentes étapes du cycle budgétaire. Quand on y réfléchit, il y en a 4, la formulation, l'aval, l'exécution et l'évaluation du budget. Et donc, lorsque vous penchez sur la formulation, qu'est-ce que cela signifie? La formulation, c'est le ministère des Finances qui détermine les fonds seront affectés aux différents secteurs. Ce qui est un processus avec les ministères de tutelle, par exemple le ministère de l'Éducation fait une estimation de ses dépenses, et à l'issue de la formulation, vous avez des plafonds, c'est-à-dire des montants maximum de dépenses par un ministère, qui sont décidés et approuvés par le ministère des Finances. Ce qui est important ici, c'est de savoir que c'est là où le compromis se fait entre l'éducation et les autres secteurs. C'est-à-dire que les propositions du ministère de l'Éducation doivent être réalistes pour que le ministère des Finances soit en mesure d'évaluer l'importance des programmes qui sont proposés. Ce qui est important, c'est d'être en mesure de présenter des données de qualité sur ce qui a été dépensé l'an dernier et ce qui sera nécessaire l'an prochain pour donner une idée de l'importance des programmes qui seront proposés par le ministère. Maintenant, les différents groupes de parties prenantes. Il y a assez de détails sur ces diapositives. Je vais vous en donner les grandes notes.
Alors, c'est là l'opportunité pour le ministère de l'Éducation de converser avec le ministère des Finances pour comprendre les prévisions, pour négocier de meilleures affectations budgétaires et pour donner des scénarios. Que se passe-t-il si nous mettons en œuvre ce programme? Si nous avons un autre programme, en revanche, quel sera le compromis? Quelles seront les différentes concessions? Alors que le ministère de l'Éducation s'engage, d'autres parties prenantes viennent appuyer et influer sur la réflexion du ministère, par exemple les OSC, avec des points de référence par rapport aux autres pays, la sensibilisation à différents sujets, qu'il y ait des auditions publiques pour qu'on comprenne les priorités, qu'on les souligne. C'est l'opportunité pour les syndicats, pour les enseignants, de s'adresser à d'autres agences, parler des conditions de travail, de la formation. Et nous voyons également là une opportunité pour les donateurs pour s'engager dans des discussions avec le gouvernement quant à l'appui qui sera nécessaire, mais également pour appuyer le ministère, pour, par exemple, améliorer les systèmes de collecte de données, faire avancer les conversations et pour qu'il y ait des conversations fondées sur des éléments pratiques quant au budget. Maintenant, parlons de l'approbation du budget. C'est là où les budgets passent à la législature, à la suite des négociations, et qu'il y a des propositions à l'étape de formulation. C'est là où le budget annuel, la loi budgétaire, sera votée. C'est important, car c'est l'étape à laquelle le profil du secteur peut être souligné au niveau de la législature. Le concept de la souveraineté budgétaire est capital. Les parties prenantes extérieures n'auront pas, bien sûr, de droit de vote direct sur la loi budgétaire, mais c'est une opportunité pour influer, pour qu'il y ait un équilibre, ce qui fait que les parties prenantes peuvent s'engager au niveau des comités et s'assurer que ceux qui prennent la décision comprennent les éléments du budget qui est proposé et ses priorités. Pour les parties prenantes, nous avons le ministère de l'Éducation. C'est là une opportunité pour le ministère de présenter son dossier d'investissement, d'avoir des preuves, des éléments concrets. Les OSC peuvent analyser le projet budgétaire, organiser des audiences publiques et peut-être avoir la possibilité d'identifier qui sont les législateurs, qui sont en quelque sorte les champions de l'éducation, qui vont réellement appuyer le secteur et ses priorités. Du point de vue des donateurs, là encore, nombre de possibilités que d'apporter un appui pour avoir les éléments probants et pour aider l'analyse, et ce, avant le débat législatif sur le budget de l'éducation. Passons maintenant à l'étape suivante qui est l'exécution, la mise en œuvre des politiques et des programmes qui ont été précisés dans le budget et l'évaluation vient tout de suite après, mais à l'étape d'exécution, il y a un rapport qui est publié sur le financement et l'information, c'est très important. Pendant l'exécution du budget, il est possible parfois d'être en mesure d'identifier ce qui est positif, là où il y a des difficultés, des obstacles, on peut les régler, ou on peut réfléchir, s'adapter et réfléchir pendant l'exécution ce que l'on peut faire pour surmonter les obstacles. Nous voulons qu'on comprenne les taux d'exécution. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un certain montant qui est dans le budget, mais tout ne sera pas forcément dépensé. Donc, lorsque l'on parle du taux d'exécution, c'est le pourcentage qui est affecté par rapport aux dépenses réelles. Il faut le comprendre. Si les fonds ne sont pas dépensés alors qu'ils ont été alloués, quels sont les problèmes? Pourquoi est-ce que ces fonds sont au niveau du décaissement par le Trésor? Est-ce qu'il s'agit de questions de capacité de dépenses au niveau national, au niveau des États ou peut-être même des provinces? Nous voulons comprendre quels sont les obstacles pour essayer de lever tout obstacle qui pourrait se présenter. N'oublions pas que ces éléments peut-être arriveront jusqu'à l'étape d'évaluation.
Quand il s'agit de l'engagement des parties prenantes, là encore, le ministère prend la tête de l'identification, de la compréhension des obstacles, mais transparence pour mettre à disposition les données des dépenses pour le public pour pouvoir parler à différentes parties prenantes. Les OSC, là encore, cela fait partie du processus du suivi budgétaire. Il serait utile qu'il y ait des documents de communication accessibles, mis à disposition du public pour continuer à parler des questions d'accès, par exemple des coûts, la mise en œuvre d'une éducation de qualité. Les syndicats d'enseignants, alors c'est bien sûr les questions, par exemple, de versement des salaires en temps en heure, et de savoir et de fournir une fonction de suivi sur les conditions de travail des enseignants. Et enfin, nous arrivons aux donateurs, la possibilité pour que les donateurs s'assurent que les dépenses sont suivies, enregistrées et rentrées dans un dialogue au niveau des mécanismes, par exemple les revues sectorielles conjointes. Et enfin, passons à l'étape de l'évaluation qui est de se retourner sur ce qui a fonctionné ou pas pour avoir de meilleurs plans à l'avenir. Au fond, c'est une vérification de compte de ce qui a été alloué et de ce qui a été dépensé. Et c'est ça, le taux d'exécution. Non pas uniquement l'exécution elle-même, comment on a dépensé les fonds, mais l'efficacité des dépenses elles-mêmes. C'est très important car ceci nous permet de mieux planifier nos activités à l'avenir et d'évaluer la performance du secteur, et ce pour le prochain budget. Le suivant. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'engagement des différentes parties prenantes? Eh bien, le ministère de l'Éducation, c'est les éléments concrets, que les données sont accessibles, qu'elles existent, qu'elles sont présentées à toutes sortes de publics pour savoir où le renforcement des capacités sera nécessaire, réfléchir à ce qui doit être mieux fait et comment effectivement le réaliser bien mieux. Du côté des OSC, il s'agit de s'assurer que ces informations sont disponibles, transparentes, comprises, et tout ceci dans le contexte d'un cadre de responsabilisation conjointe et mutuelle. La transmission de documents complexes en faire des documents compréhensibles, et le rôle des OSC, c'est de donner une perspective sur ce qui se passe sur le terrain. Très souvent, le libellé est très général et très difficile à comprendre, et c'est là le moment pour les OSC de dire quels sont les véritables objectifs du budget. C'est réellement les résultats qui nous intéressent et comment cela se traduit. Les syndicats et des enseignants, donc voir les activités annuelles. Et enfin, nous avons les donateurs qui font l'évaluation. C'est une possibilité d'évaluer les stratégies pour améliorer l'alignement, pour s'assurer qu'il y a une amélioration des systèmes nationaux et éventuellement parler de l'évaluation du budget en apportant une assistance technique par des données, par des éléments concrets et des capacités pour comprendre véritablement comment les fonds sont dépensés, comment les budgets ont évolué. Je sais que c'était très rapide, c'était pour vous donner le sentiment de ce qui a été indiqué dans les directives et la participation des parties prenantes. Je repasse la parole à ma collègue qui va aborder d'autres questions. Eh bien, merci Margaret. Très bonne introduction pour la discussion sur les dépenses de l'éducation et l'efficacité ou l'utilité de ces dépenses. Maintenant, la mobilisation des ressources et la dépense efficace, une étude vient d'être réalisée. Dites-nous comment est-ce que l'on peut chercher des données sur les dépenses de l'éducation. Et j'aimerais que vous nous en parliez. Bonjour à tous, bonsoir si vous êtes en soirée. Tout d'abord, merci mille fois. J'ai apprécié ces directives. C'est un ajout de qualité à tout ce qui
parle du financement de l'éducation pour mobiliser des ressources, mais également pour en tirer davantage de ces ressources. Ce dont je vais vous parler, et ce rapidement, ainsi que Raphaël vient de le dire, nous avons travaillé à la Banque mondiale à l'examen des questions. Passées à la diapositive suivante, des financements sur le financement de l'éducation et tout particulièrement ce que nous considérons comme étant, Margaret l'a dit au début, deux des grandes difficultés du financement, mobiliser davantage de ressources pour l'éducation et ensuite faire en sorte que ces dépenses soient plus utiles et plus équitables. Nous venons de parachever une étude et nous sommes en train de le formater et il vous sera envoyé. C'est dans la série des documents politiques. Nous sommes retournés sur les 15 et 20 dernières années pour savoir ce qu'ont fait les pays, ou mieux comprendre les capacités des pays pour mobiliser des ressources pour l'éducation et comment ces ressources mobilisées se sont traduites en meilleurs résultats pour l'éducation. Et peut-être que l'objectif qui est relié aux directives, mais qui est le nôtre, c'est que l'une des motivations était de réfléchir au dialogue politique entre les ministères de l'Éducation et les ministères des Finances et de donner au dialogue la possibilité et à ces parties prenantes un moyen de prôner davantage de ressources pour l'éducation, mais aussi pour donner des points de référence ou une voie de réflexion sur l'augmentation de la mobilisation des ressources pour l'éducation. Donc en 2 mots, je ne vais pas vous donner les détails, mais comme je vous l'ai dit, nous nous sommes retournés sur les 20 dernières années et nous avons vu que les dépenses publiques pour l'éducation au niveau mondial se sont multipliées par 2 en termes réels. Ces chiffres ici vous en donnent le sentiment. Vous voyez que pour les dépenses en pourcentage du PIB, dans la plupart des groupes de revenus, il n'y a peut-être pas de grands changements, mais pour les pays à faible revenu, en revanche, l'augmentation a été sensible par rapport au PIB depuis 20 ans. Mais dans l'ensemble, mondialement, le changement n'est pas très important quant à la part des ressources nationales accordées à l'éducation. Mais quand on considère les chiffres absolus par enfant que vous voyez sur ce graphique, vous voyez qu'il y a une augmentation très importante. Dans les pays à revenus faibles, les dépenses par enfant à l'école élémentaire est en fait a pratiquement doublé d'ici 2016-2017. Mais ce que l'on voit également et ce qu'il faut noter, c'est la carence ou le fossé entre les pays plus riches et les pays à revenus plus faibles en ce qui concerne les dépenses par enfant et que ce fossé s'élargit au fil du temps. Diapositive suivante. Alors, une des questions que nous voulions poser, c'était, bon, nous savons qu'il y a eu une très grande augmentation en termes des dépenses d'éducation, mais d'où viennent ces ressources? Quelles sont les sources principales que le gouvernement a ou les gouvernements ont utilisées pour augmenter les dépenses de l'éducation? Quand on examine tout ceci pour les différents pays, on voit que la croissance économique est en fait constitue la majeure partie des dépenses, 65%. Ce que vous voyez sur la diapositive, c'est que 2/3 des augmentations de dépenses pour l'augmentation viennent de la croissance économique. C'est donc purement
l'augmentation des revenus gouvernementaux qui provient de la croissance économique et qui permet d'avoir plus de ressources versées pour l'éducation. Quand on considère les autres sources de ressources pour l'éducation, les augmentations viennent d'une augmentation des revenus, des impôts, des ressources naturelles, etc. Et c'est quelque chose qui constitue environ 30% de l'augmentation des dépenses. Et une toute petite partie de l'augmentation vient de pays de revenus faibles, mais en général, au point de vue mondial, viennent d'une prioritisation des budgets de l'éducation, pas de l'éducation en fait, mais de mettre l'éducation en tant que priorité. L'augmentation de la part budgétaire a augmenté pour l'éducation. Ceci représente une petite partie. Ce que nous voulions savoir également, c'est, bon, alors ça c'est une moyenne. Maintenant, les pays qui ont réussi à mobiliser les ressources, quel genre de stratégie ont-ils utilisé? Et peut-être, quand nous avons présenté ça, certains publics sont en fait très intéressés, d'autres ne sont pas surpris. Mais il y a des pays qui ont augmenté leurs dépenses très rapidement en termes de l'éducation et l'ont fait par le biais d'une combinaison de différentes sources de financement. C'est-à-dire qu'ils ont une croissance économique, des taux de croissance économique très importants, des taux d'augmentation dans l'ensemble des revenus du gouvernementaux qui est très important. Et on voit également qu'ils ont réussi, beaucoup mieux que la moyenne, à faire passer beaucoup plus de l'enveloppe budgétaire vers l'éducation. Nous avons fait cela en partie parce que nous voulions offrir un point de référence réaliste pour ce qui serait peut-être possible à réaliser en termes de l'augmentation des dépenses. On a examiné sur une période de 5 ans les plans de développement, les cycles politiques, et pour savoir ce qu'il était possible de faire sur cette période de temps. Dans les pays qui ont une augmentation des dépenses, ce que l'on a vu, c'est qu'il y a une augmentation des dépenses de l'éducation d'environ 1% du PIB sur 5 ans. Cela nous donne un petit peu plus de détails par rapport à notre point de référence mondial sur l'éducation, ce qui n'envisage pas forcément ce qui peut être fait sur une période de temps pour un pays spécifique. Ça pourrait prendre à certains pays beaucoup plus de temps que d'autres pays. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, je pourrai répondre aux questions un peu plus tard, mais ce qu'on essaye d'utiliser, c'est une combinaison qui permettrait de savoir où est le point de départ d'un pays, là où il démarre, et le changement dans les pays qui ont bien réussi, pour nous permettre d'avoir certains points de référence qu'on pourrait utiliser dans le dialogue entre, par exemple, le ministre de l'Éducation, le ministère de l'Éducation, le ministère des Finances, et savoir ce qu'il est possible de faire pour mobiliser les ressources pour l'éducation. Diapositive suivante. Mais ce n'est pas tout ce que nous voulions examiner. L'autre problème important, et qui est une partie importante de cette discussion que nous avons imaginée et qui probablement se déroule entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Finances, c'est que le ministère des Finances nous dit, voilà, très souvent, je veux vous donner de l'argent, mais qu'est-ce que vous allez faire de ces fonds ? Ce que nous avons donc fait, c'est que nous avons examiné, d'accord, pour les pays ces 20 dernières années, qui ont augmenté leurs dépenses ou qui ont changé leurs dépenses dans le secteur de l'éducation, quels sont les résultats par rapport à cette mobilisation de fonds ou cette augmentation des dépenses? Et nous avons utilisé, à partir du nouvel indice du capital humain que la banque a diffusé l'année dernière, nous avons utilisé les années ajustées de scolarité, qui est tout simplement une combinaison ou une mesure de l'accès, c'est-à-dire les taux d'inscription attendus
au niveau de l'éducation primaire et secondaire, ainsi que la mesure des résultats scolaires. C'est une question d'année d'apprentissage ajustée en termes de qualité qui ressemble à d'autres indicateurs qu'on utilise dans le secteur de la santé. Et ces 20 dernières années, ce que nous avons découvert, c'est que les augmentations de dépenses sont liées à une amélioration très limitée des résultats ou de la performance. Et en moyenne, ce que nous avons découvert, c'est que par enfant, si on double les dépenses au niveau d'éducation primaire et secondaire, ça s'est associé avec une demi-année ajustée de scolarité. Si on remet ça dans le contexte, pour les pays à revenus faibles, les années ajustées de scolarité sont de 5 ans, et alors que pour les pays riches, ça se chiffre à 11 ans. Pour permettre une meilleure perspective, quand on examine les estimations émises par l'UNESCO ou le Conseil sur l'éducation pour pouvoir réaliser les ODD de l'éducation, leur estimation pour réaliser ces objectifs pour les pays à revenus faibles suggère un doublement des dépenses par enfant sur les 15 ans à venir. Je vais mettre bien sûr des restrictions sur ceci, des réserves. Ce que fait cet exercice, c'est tout simplement de montrer que si on double les dépenses par enfant, en fonction de l'historique, on ne va pas obtenir, on ne va pas faire que la plupart des pays vont pouvoir réaliser ou parvenir à réaliser les ODD. En termes de l'éducation, l'analyse de l'UNESCO et de la Commission de l'éducation présume dans ces exercices qu'il va y avoir une utilisation beaucoup plus efficace des ressources de l'éducation. Et je pense que ce que ceci montre, c'est qu'on doit faire un effort en termes de l'utilisation des ressources de manière beaucoup plus efficace pour la mobilisation future des ressources. Et je voulais aussi présenter des réserves par rapport à cela. Si vous lisez le document est basé sur des données ou des preuves assez limitées. Il y a un certain nombre de pays, un certain nombre de périodes qui sont très limitées et nous sommes très clairs là-dessus. C'est un exercice exploratoire. Nous avons envisagé ou exploré des pays qui ont pu lier leurs ressources à des résultats supérieurs. Si on explore un petit peu plus les pays qui dépensent moins et qui sont à l'heure actuelle moins efficaces, ont le plus de potentiel d'utiliser des ressources supérieures. C'est une conclusion très importante, ce qui veut dire que si vous êtes loin d'autres pays en ce qui concerne les résultats par rapport à vos dépenses, vous pouvez faire certaines choses assez faciles pour augmenter les résultats. Diapositive suivante, merci. Alors, je ne vais pas aller en détail dans tout ceci, ça se trouve dans le document. L'une des choses que nous voulons faire, c'est d'examiner si, en termes de l'amélioration de la traduction des ressources en des résultats, quels sont les moteurs de l'inefficience du décaissement ou des dépenses, quelles sont les causes profondes et examiner différents exemples de pays et différentes interventions qui pourraient solutionner les inefficiences de dépenses. Et je serai très heureux de répondre aux questions et de parler de ça beaucoup plus en détail à la fin. Merci. Merci pour votre présentation. J'espère que c'est quelque chose qui pique l'intérêt et que nous allons avoir des questions sur YouTube Link. Nous avons un certain nombre de questions qui nous ont été soumises en ce qui concerne la participation de la société civile sur la formulation des budgets et sur le suivi des budgets. La présentation suivante
par Marilyn, j'espère, nous permettra de répondre à ces questions, à savoir comment inclure les OSC de manière efficace dans le dialogue budgétaire ainsi que le suivi budgétaire. Il serait intéressant de savoir ce que le Compact global de l'éducation fait pour ceci. Comment est-ce que vous travaillez au niveau mondial et national, et peut-être aussi des exemples de l'inclusion de la société civile dans le suivi et dans la formulation des budgets. Je vous donne la parole. Merci. Merci du Costa Rica. Merci de cette invitation. Je vais donner un contexte politique et ensuite nous passerons à des exemples beaucoup plus complets. Première diapositive. Merci. Sur le financement de l'éducation, je voulais dire que le financement de l'éducation fait partie des dépenses régulières du gouvernement et ne doit pas être vu. Le financement de l'éducation est obligatoire, c'est un droit humain. Quand on considère ceci dans le cadre des droits humains, en particulier par la communauté internationale, cela fait partie de la Convention des droits de l'enfant. Ceci a été systématisé. L'accès et la fiabilité, le financement de l'éducation est lié aussi à la capacité d'éducation. L'interprète s'excuse, mais le son est très mauvais. Ceci signifie que l'éducation devrait être gratuite et que le gouvernement devrait investir dans l'infrastructure, faire la formation des enseignants, avoir de la documentation, des livres, des manuels, etc. Nous savons que le financement de l'éducation est une obligation principale, essentielle dans le cadre des droits humains et exige un cadre financier et juridique pour avoir une éducation prévisible et régulière. Ceci devrait être progressif. L'interprète s'excuse, mais le son est très mauvais et nous ne pouvons pas interpréter. Alors, nous savons que le gouvernement est responsable pour l'éducation, que c'est sa responsabilité, et s'il y a des carences de financement, ceci doit commencer par un financement national. Diapositive suivante. La question suivante est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un financement adéquat? Pour répondre à cette question, il y a le schéma de 4S qui considère 4 dimensions de l'éducation, et c'est un scénario qui est un concept d'analyse sur l'obligation des États pour financer l'éducation, mais aussi un outil pour que les différents acteurs soient redevables par rapport à l'éducation et à leur contribution à l'éducation. Il faut augmenter la part du budget, augmenter pour la taille du budget,
au moins 20% des budgets nationaux du PIB doivent être alloués au secteur de l'éducation. Le deuxième S, c'est en anglais la taille, size, la taille du budget. Notre travail sur le financement national devrait se focaliser sur l'augmentation de l'enveloppe budgétaire pour l'éducation. Le troisième S, c'est l'analyse approfondie du budget. Les populations les plus marginalisées devraient pouvoir avoir accès à l'éducation, ce qui garantirait l'égalité. La redevabilité est fondamentale pour le secteur de l'éducation, ce qui exige un engagement citoyen très actif dans le processus suivant les directives qui sont émises. Mais nous pensons que notre rôle, je suis désolée de vous interrompre, mais les interprètes ont du mal à vous entendre. Je dirais que notre rôle en tant que société civile va au-delà du suivi ou de l'organisation d'un dialogue. Bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut ouvrir un dialogue, mais le rôle de la société civile, c'est de s'élever contre les violations. Diapositive suivante. Donc, comme l'indique la diapositive, il est impossible d'avoir du chocolat sans du cacao. C'est-à-dire que les impôts sont une obligation principale, essentielle pour le financement. Bien sûr, la volonté politique, c'est aussi un point essentiel. Nous savons que sans avoir une assiette fiscale étendue, il est très difficile pour les pays en développement d'avoir un engagement très ferme sur le développement de l'éducation. Nous pensons que la manière réaliste qu'ont les pays de gérer la pression budgétaire, c'est de maximiser les fonds disponibles et d'avoir un système fiscal. Les pays L'interprète s'excuse, elle ne peut pas entendre. En ce qui concerne l'aide externe, elle devrait être alignée sur... Il y a aussi d'autres formes d'aide externe pour l'éducation qui devraient respecter les priorités nationales et ceci devrait être prévisible, devrait permettre aux pays d'établir leur cadre de référence pour le financement. Suivant les pays donateurs doivent augmenter leur assistance à 0,7% du PIB pour l'assistance de développement officiel des pays. Je vous remercie. Nous pourrons passer à des exemples plus concrets. Merci. Bonjour à tous. Quelques
mot sur la campagne globale de l'éducation. Notre mouvement a énormément participé au plaidoyer. Nous avons déjà produit différents outils, différents kits, différents manuels pour soutenir le plaidoyer de la société civile et aussi l'action globale sur le financement de l'éducation, comme par exemple la semaine globale pour l'éducation, entre autres. Diapositive suivante. Les derniers projets mondiaux en ce qui concerne le financement de l'éducation, c'est-à-dire constituer une base de données dans la société civile pour suivre les engagements des gouvernements. Cela nous permet de comparer ce qui a été dit pendant la conférence et ce qui est véritablement décaissé. Cela permet aussi d'offrir des preuves ou de faire un plaidoyer basé sur les preuves. La plateforme est un outil qui peut être utilisé par différentes organisations pour comparer les différents gouvernements, leur classification en termes de dépenses pour l'éducation. Nous, l'année dernière, nous avons fait des ateliers en Afrique pour avoir un retour d'informations sur ces outils et pour avoir beaucoup plus d'informations du point de vue international. Nous avons identifié que l'un des défis à résoudre était d'obtenir des données sur les budgets en temps opportun. Il y a une obligation dans les pays d'avoir une transparence et une redevabilité, mais la réalité est tout autre et plus complexe et très souvent les groupes de la société civile n'ont pas accès aux informations. En ce qui concerne la participation des legs, ça peut être une très bonne plateforme, bien sûr, parce que ceci permet un engagement de différentes parties prenantes, une transparence, une intégration dans les processus politiques, bien que parfois les organismes de la société civile doivent rechercher les solutions. Dans plusieurs pays, un engagement avec les organisations de la société civile dépend de la taille de l'éducation. Il faut développer des points de collaboration avec la société civile. En ce qui concerne les exemples dans le monde entier, les organismes de la société civile peuvent contribuer à faire le suivi des budgets, de faire le plaidoyer pour l'éducation. Certains exemples en Amérique latine où CLADE a développé une plateforme pour faire un suivi des budgets qui couvre 20 pays d'Amérique latine, qui compile différentes données sur les 20 dernières années. La plateforme examine en particulier quelles sont les dépenses pour chaque gouvernement, examine le pourcentage de PIB, le pourcentage des dépenses publiques pour l'éducation et aussi la disponibilité des ressources pour les enfants d'âge scolaire et ce que dépense l'État par élève. Ce sont des données intéressantes si on les compare à ce que devrait dépenser l'État pour réaliser les ODD. L'accès à l'école, la différence entre les plus pauvres et les plus riches, toutes ces données sont compilées dans la plateforme, sont utilisées pour un plaidoyer et pour savoir ce qui est équitable. Ceci tourne autour des 4 S et relève des organisations médiatiques et de la dissémination d'exemples de bonnes pratiques. Diapositive suivante. Il y a donc de très bons exemples de suivi qui donnent des plaidoyers très efficaces. Le premier exemple dont je voudrais parler, c'est la Palestine, où on a fait un travail intéressant. Par exemple, en Palestine, il y a un impôt qui est voué à l'éducation. En dépit de cet impôt, le secteur de l'éducation souffre quand même d'un manque de ressources et la coalition palestinienne pour l'éducation a beaucoup travaillé, a beaucoup recherché les raisons pour lesquelles cet impôt qui était collecté
ne fonctionnaient pas, quels étaient les goulots d'étranglement à différents niveaux, et a utilisé ces données pour lancer une campagne au niveau local, y compris des audiences publiques, des conférences et la participation de différentes parties prenantes au niveau les plus élevés. Le résultat de la campagne est que le gouvernement a promis d'examiner la question de cet impôt. Au Népal, c'est un petit peu différent parce que dans l'ensemble, le budget du Népal a augmenté en termes de la portion, mais la part de l'éducation a diminué ces 7 dernières années. Ça représente 2% à l'heure actuelle. Les OSC au Népal ne sont pas consultés dans la phase de préparation budgétaire et la campagne nationale pour l'éducation au Népal a décidé de focaliser son travail sur le droit de regard des citoyens sur les budgets d'éducation. Il y a une recherche qui est très importante et qui a été faite pour savoir quels étaient les budgets nécessaires pour que le gouvernement puisse arriver à une éducation gratuite pour tous. Et cette recherche a identifié plusieurs choses. En particulier, il y avait un fossé entre ceux dont on avait besoin et ceux qui étaient affectés, et a également montré les inefficacités dans le budget dans certains domaines. Uniquement 17% des budgets alloués étaient dépensés. Il y a un rapport des activités et le résultat de ces actions, c'est que le Népal donne des informations très importantes et les informations qui ont été données ont permis d'avoir un bon plan d'éducation. Les OSC ont demandé au Népal de poursuivre leurs efforts. Ensuite, le cas du Sénégal, où au Sénégal, si on examine la part du budget, le budget dépense 26% de son budget pour le secteur de l'éducation. La coalition nationale a examiné les raisons pour lesquelles, en dépit de cette somme, de ces fonds très importants, l'éducation pour tous n'était pas réalisée et a examiner les différents processus qui intervenaient. Les suivis a permis de mobiliser les citoyens. Un questionnaire a été envoyé aux autorités, aux censeurs, aux directeurs d'école, et il y a eu des audiences publiques pour discuter de cette question, et en partenariat avec les différentes radios. Et ces audiences ont été enregistrées, ont été diffusées à la radio. Et le résultat, c'est que les autorités locales ont convenu de manière volontaire de participer à ces audiences et de donner aux citoyens un meilleur accès aux informations et ont commencé à s'engager véritablement et à influencer la préparation budgétaire. Ceci a donné une expérience. On a fait l'expérience d'une participation au budget. Un suivi rigoureux ainsi qu'un engagement des parties prenantes permet d'avoir une réussite dans les différents pays que j'ai mentionnés et montre l'importance de la société civile et de sa collaboration et de son travail. Merci. Merci. À notre cher collègue pour cet exposé. Nous avons des questions qui nous ont été posées en ligne. Et peut-être que le premier groupe de questions portera sur la façon de s'assurer que les ressources et leur mobilisation, que le financement de l'éducation touche les groupes démunis. Il y a des questions sur le financement suffisant pour donner une éducation à toutes les populations. Comment s'assurer également que les filles et les filles sont incluses dans le suivi de la formulation budgétaire et également des questions sur des détails et sur les groupes démunis, par exemple. Ce serait peut-être la possibilité
de revenir à votre dernière diapositive sur les moteurs des dépenses, de l'inégalité, de l'insuffisance. Et il serait peut-être indiqué d'avoir des réponses du GCE sur la façon de s'assurer que les groupes démunis sont ceux qui sont visés par les ressources de l'éducation. Vous voulez que je réponde? Oui, oui, s'il vous plaît. Oui, c'est une très bonne question et certains des éléments que nous voyons le plus souvent dans les pays, c'est lorsque l'on voit l'incidence des dépenses de l'éducation. L'on voit qu'il y a des disparités entre les différents groupes socio-économiques, les filles, les garçons, les hommes, les femmes et les différents groupes marginalisés. Nous avons de très bons outils pour identifier ces inégalités de dépenses et c'est là un chapitre et peut-être que le GCE et d'autres encore pourraient aborder la question, mais ce qui ressort de ces inégalités dans les dépenses, c'est la première étape pour pouvoir régler le problème. C'est une question d'allouer les ressources par le budget et très souvent dans les pays décentralisés, par le biais de mécanismes de transferts fiscaux, par des financements aux écoles, ce que l'on découvre très souvent, c'est que ce n'est pas l'intention de ces mécanismes, mais quelque part, ils mènent à ces inégalités. Pour vous donner un exemple, dans bon nombre de pays, les écoles reçoivent des dons scolaires et ils sont fondés par tête d'élèves. Mais si vous êtes une petite école rurale qui dessert des populations démunies, si vous recevez les mêmes ressources qu'une autre école urbaine face à une population relativement riche, cela entraîne des inégalités. Les formules de financement, les mécanismes d'affectation des ressources, soit pour les écoles ou pour les régions, très souvent comprennent des inégalités. Pour les régler, il faut passer au mécanisme d'affectation des ressources, mais également, très souvent, lorsque les fonds pour l'éducation passent par le système, c'est là où l'on voit que les écoles qui desservent les populations les plus pauvres ou les groupes démunis ne reçoivent pas les fonds, ne reçoivent pas les ressources, les mêmes ressources que d'autres écoles. Il est beaucoup plus difficile pour ces écoles, par exemple, de faire venir des enseignants. Il faut voir qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants dans ces écoles, ce qui fait que le suivi, le pistage même de ces ressources vers les écoles est très important pour pouvoir régler ces inégalités dans les dépenses. Merci. Est-ce que vous voudriez ajouter quoi que ce soit? Comment est-ce que les OSC peuvent apporter leur aide pour une efficacité meilleure, une meilleure efficacité des ressources et surtout pour donner les mêmes chances aux populations? Oui, merci. Merci de cette question. Il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises par l'État. La première est de donner accès aux OSC, aux populations marginalisées, leur donner accès mais de le préciser dans le budget. Le budget
publiques devraient être alignées sur le cadre des droits de la personne, que ce soit une garantie. Et d'avoir des politiques sectorielles pour les populations marginalisées, c'est essentiel. Le budget devrait se fonder sur les besoins et non pas être axé sur la politique. Et ensuite, il faut faire une cartographie des inégalités. Sinon, il est très difficile de contrer ces inégalités. Il faudrait avoir donc une cartographie des populations migrantes, démunies et les autres, pour savoir comment affecter les ressources. Et enfin, le cursus. Il faudrait affiner les cursus pour qu'ils répondent aux besoins spécifiques. Monsieur semble avoir disparu quelque part. Vous êtes en ligne? Allez-y. Très bien. Nous avons perdu le son pendant 30 secondes, déclare Raphaël. J'aimerais intervenir, allez-y. Non, je ne vais pas répéter. Mais je vous ai entendu. Mais c'est vrai que nous avons perdu vos dernières 30 secondes. Je disais que les deux dernières questions, il est important de faire une cartographie des inégalités. Pour compter, par exemple, les migrants, les réfugiés, les populations naturelles. Sinon, il sera très difficile de régler les besoins des populations de migrants, par exemple. Pour le cursus, avoir un modèle, comprendre l'inclusion pour l'inclure dans le financement pour régler les déficits. Ça aurait été sans doute les 30 dernières secondes de mon intervention. Merci, Bernard. Samer, il y a un groupe de questions sur les éléments concrets pour savoir que davantage que recettes de l'éducation ne donnent pas forcément de meilleurs résultats. Pourriez-vous développer le sujet? Je ne voudrais pas semer le trouble. Il est nécessaire d'avoir davantage de ressources dans l'éducation pour améliorer les résultats. Et ce qui est très important, c'est tout à fait catégorique, c'est logique d'ailleurs. Ce que nous voyons dans nombre de cas, et au niveau des pays, mais au niveau régional également, des augmentations de ressources en soi ne mènent pas à de meilleurs résultats. C'est vrai que parfois c'est le cas, mais vous avez d'autres cas où de meilleures ressources ne donnent pas de meilleurs résultats. Le thème important, et c'est la dernière diapositive en fait, et pour les questions sur l'inégalité qu'on nous a posées tout à l'heure, c'est de comprendre pourquoi certains des pays présentent une relation solide entre un effort de mobilisation des ressources et de meilleurs résultats. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement de ces pays qui voient ces grosses améliorations?
Je ne voulais absolument pas dire qu'il n'y est pas nécessaire d'avoir davantage de ressources dans l'éducation, mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas forcément la seule partie de l'équation qui doit être réglée. Ce qu'il faut, c'est voir également comment ces ressources, à quoi elles sont dépensées. Pour vous donner un exemple, de réformes qui sont importantes. En Indonésie, dans les années 2000, il y a eu obligation constitutionnelle adoptée pour que 20% du budget du gouvernement soit accordé à l'éducation. Et un travail a été réalisé. Les dépenses de l'éducation au niveau public ont connu une augmentation, mais l'on voit que les résultats ont connu une petite augmentation en revanche. Donc les enseignements à tirer de pays qui ont augmenté leurs ressources sensiblement, qu'est-ce qu'on en a tiré au niveau des résultats? C'est là l'un des domaines où l'on pourrait tirer davantage d'informations. Merci, Samer. Cela répond bien aux préoccupations de certains de nos participants. D'autres questions nous sont arrivées et je vais y répondre car il s'agit des plans du GPE pour mettre à disposition davantage de données sur le financement. L'on travaille avec l'USIA pour obtenir davantage de données de financement par l'intermédiaire des rapports qui sont publiés en ligne. Nous avons investi dans de nouvelles démarches de collecte de données. On a assez bien réussi parce que maintenant, nous avons différents pays qui sont couverts par ces données financières et qui seront diffusées et publiées sur le site des États-Unis. Nous sommes en train de travailler au niveau de la validation pour les pays, mais bientôt ces données seront disponibles en ligne. La société civile se charge de suivre les promesses des pays du GPE pour la reconstitution, pour les affectations pour l'éducation engagées, qui seront engagées. Nous faisons du suivi rapproché, mais nous reviendrons vers vous sur la question et la société civile en sera informée de notre plan pour vous communiquer les données. Y a-t-il d'autres catégories de questions? Oui, une question, Samer, qui vous est posée. Et pour mes autres collègues également. Non. Les GCE, nos collègues du GCE ont une idée. Dans un environnement très difficile, avec des facteurs exogènes qui ont un impact sur le cadre de macrofinancement, quel sera exactement l'effet de levier que le ministre de l'Éducation pourra adopter pour donner davantage de ressources à l'éducation? Ce qui me mène à la question de certains collègues de la société civile qui voulaient savoir comment nous pouvons travailler ensemble pour élargir l'assiette fiscale. Question analogue sur l'environnement difficile lorsque les pays sont victimes d'une inflation très élevée. Bien, questions difficiles qui me sont toutes adressées. Merci. Merci. Très bonne question. Peut-être pour vous donner un exemple. Dans le document, nous décrivons, et je suis sûr que de tous ceux qui sont en ligne le savent, comment voir les budgets de l'État, c'est de savoir quelles sont les recettes fiscales.
dans certains domaines dont je viens de vous parler, à savoir s'il y a possibilité d'expansion de l'assiette fiscale nationale, si l'on peut affecter davantage de fonds à l'éducation à partir du budget général, s'il est possible d'avoir recours à un financement du développement pour l'éducation ou de recevoir davantage d'aide au développement pour l'éducation. C'est là une question sur le financement du déficit. Dans l'ensemble, pour répondre à votre question, lorsque vous voyez les perspectives de mobilisation des fonds pour l'éducation, il faut voir également tous ces facteurs et savoir quel est le jeu de coude qui est possible. Et le document que nous préparons aborde la question. Pour les pays à faible revenu, ceux qui ont le mieux réussi ont été en mesure d'élargir l'assiette fiscale pour un certain taux du PIB. Et si certains pays sont bien en dessous de ce niveau, ils ont une possibilité d'élargissement de l'assiette fiscale. Mais il y a des pays qui ont déjà élargi l'assiette fiscale, par exemple le Sénégal, qui a très bien augmenté les dépenses à l'éducation, la part de l'éducation par rapport au PIB est extrêmement élevée. Et dans ces cas-là, il est plus difficile de trouver davantage de recettes fiscales pour l'éducation. Comment peut-on élargir l'assiette fiscale? Comment est-ce que l'on peut financer par ailleurs l'éducation? Le GCE l'a dit, avec un impôt pour l'éducation en Palestine, c'est un exemple. D'autres pays sont passés à des impôts sur les ressources naturelles, par exemple, moins de subventions pour les ressources pétrolières. Donc, ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les possibilités pour augmenter les ressources qui seront accordées à l'éducation. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'inflation et les conditions macroéconomiques, c'est très important. La stabilité des conditions macroéconomiques sont importantes, non seulement au niveau du budget, mais si l'on fait une ventilation de l'augmentation des ressources pour l'éducation, c'est l'une des sources principales est la croissance économique, ce qui fait qu'un climat macroéconomique stable est plus propice à la croissance économique, et ça, c'est une façon assez importante pour développer les ressources qui sont destinées à l'éducation. Merci, Samer. Bernard, est-ce que vous voulez intervenir? Nous avons d'autres questions sur la participation des enseignants et des syndicats. La CME, que fait-elle pour renforcer la présence des enseignants dans la formulation des budgets et leur suivi? Mais d'autres questions nous viennent sur les OSC qui travaillent avec la législature. Quels sont les règlements? Comment vous pouvez avoir une influence sur les législateurs? Désolé, des problèmes de son. La société civile et les enseignements devraient collaborer pour promouvoir les réformes de justice fiscale. C'est essentiel de revoir les conventions avec le secteur privé, c'est la première chose. Le système de suivi doit être amélioré au niveau fiscal, ce qui est essentiel pour prévenir l'évitement fiscal.
Les protocoles de financement de l'éducation sont les meilleures lignes directrices pour améliorer les ressources de l'éducation. La justice fiscale est essentielle, car si ce ne sont que des acteurs publics ou officiels, alors la justice fiscale ne peut être réalisée. C'était là les quelques idées que je pouvais vous présenter. Quelques observations sur les questions qui viennent d'être posées. L'un des rôles de la société civile est de faire participer les citoyens, de les sensibiliser dans les communautés. Le budget sont de négociations. Il est important de s'assurer que l'éducation est comprise au plus haut niveau comme étant une question essentielle et devrait être financée correctement. Pour le Népal, par exemple, nous jouons un rôle, nous donnons des informations au ministère, des arguments pour défendre et négocier les budgets pour l'éducation. Et je terminerai en disant que dans certains pays, la société civile travaille dans le secteur et cela renforce la part de tout un chacun du budget. Si nous n'opposons pas l'éducation à d'autres secteurs, mais que c'est un plaidoyer pour tous les secteurs. Merci. Je reviendrai à la dernière question que nous avons reçue. Cette question porte sur la part de l'éducation la plus importante est accordée au salaire des enseignants. Il y a bien souvent des enseignants fantômes dans la masse salariale. Comment la société civile peut-elle renforcer la responsabilisation dans ce domaine? Je voulais en parler. Lorsque l'on travaille en Afrique, quand on se penche sur les budgets, l'on voit la part des salaires des enseignants. Et pendant les discussions, il apparaît que les salaires des enseignants sont très élevés, mais que ces salaires sont versés aux fonctionnaires et non pas aux enseignants. Il faut renforcer les capacités pour pouvoir étudier de près le budget et savoir où les fonds sont véritablement envoyés. Le Zimbabwe a une étude sur la question très intéressante et on a analysé le budget. L'on a vu que les fonds affectés aux enseignants étaient versés à des enseignants privés. Il faut donc s'assurer que les enseignants qui sont dans les écoles publiques sont bien payés et qu'ils sont dans de bonnes conditions de travail. Et très souvent, les rubriques des salaires des enseignants publics ne correspondent pas à ce qui leur est versé. Comme vous le savez,
Il y a la question de la qualité de l'éducation. Nous savons que l'enseignement est onéreux. C'est une obligation de l'État. Et en particulier, que les enseignants soient bien payés. Les enseignants sont en haut de la pyramide de l'éducation. Donc, on ne peut accuser les enseignants d'être trop payés. La taille du financement des systèmes de l'éducation devrait comprendre de bons salaires et consacrer des ressources à l'infrastructure, etc. Donc, l'on ne peut accuser les enseignants d'être trop payés, que leur salaire soit trop élevé. Je pense toutefois qu'il faut suivre de près ce que font les enseignants pour améliorer leurs résultats, pour améliorer leurs conditions de travail et inclure la participation de la société civile pour qu'elle suive les conditions de travail des enseignants. Oui, tout à fait. La question n'était pas du tout d'accuser les enseignants d'être trop payés, mais qu'effectivement, il y a certaines pratiques corrompues. Ce n'est pas du tout une question de performance des enseignants, mais comment est-ce que la société civile peut être incluse pour suivre la situation des fuites et de la corruption dans les dépenses de l'éducation. Cela étant, le moment est venu. Je crois que nos intervenants ont répondu aux questions. J'aimerais remercier le public, ceux qui ont participé, d'avoir posé toutes ces questions importantes. Et j'aimerais remercier les orateurs d'y avoir répondu. Merci à tous, à toutes. Et comme nous l'avons dit, nous allons vous envoyer les ressources. Alors d'abord, une synthèse des exposés, les exposés eux-mêmes. Une fois que nous aurons les directives qui seront publiées sur le site, sur notre site, vous les aurez en anglais et en français. Merci Samer, Vernon et Marilyn de nous avoir accompagnés et de vos exposés. Merci.